Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour ce 41e épisode du podcast À côté de mes pompes. Podcast sur lequel j'échange avec des sportifs aux horizons très divers et où je partage mon expérience du running en toute simplicité et en toute humilité. Ce podcast est accessible sur toutes les plateformes, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux, mais je vous invite à laisser votre avis, vos commentaires sur la plateforme Apple Podcast. J'ai été ravi sur ces derniers épisodes d'échanger avec vous. La boîte de confiance de Denis ou encore l'expérience d'Éric Lacroix vous ont vraiment plu. Alors rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Alors au programme de ce 41e épisode, je vous propose un voyage jusqu'au Kenya, dans la ville d'Iten, qui est la ville dédiée à la course à pied. C'est vraiment une religion dans cette région du monde. Mon invité, en la personne de Julien Lyon, est un athlète de haut niveau qui a été champion d'Europe de semi-marathon avec l'équipe de Suisse. Partenaire d'entraînement de Julien Vanders, ses bons résultats lui ont valu d'être proche des minima olympiques. Mais une blessure aux 2 tendons d'Achille ont stoppé sa brillante progression. Julien en effet dû se faire opérer et il découvre lors d'un stage au Kenya ce pays duquel il tombe amoureux et où il vit actuellement. Julien a été frappé par les conditions de vie des populations et particulièrement des enfants. Avec son épouse, il fonde en 2019 une association à but humanitaire qui s'appelle Simba for Kids. Cette association vise à venir en aide à des enfants pour leur donner un accès à l'éducation, mais aussi leur donner des infrastructures pour s'épanouir, pour jouer et pour grandir dans de bonnes conditions. Ils ont créé un Children Center et viennent en aide à plus de 40 familles et 40 enfants pour les accompagner au quotidien. Dans cet épisode, Julien évoque sa carrière et le haut niveau, mais il nous donne aussi sa vision du sport du Kenya. C'est-à-dire qu'on a pour habitude de penser que tous les Kenyans sont des coureurs à pied. Détrompez-vous, Julien va mettre en lumière justement différents points qui vont un petit peu contredire cette vision des choses. Alors je vous laisse en compagnie de Julien Lyon, un Helvète au Kenya. Bonne écoute. Bonjour Julien, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors après la Réunion il y a quelques semaines, place au Kenya avec toi aujourd'hui. Alors ma curiosité va me pousser à savoir pourquoi un athlète originaire de Suisse est aujourd'hui au Kenya. Alors je vais te laisser te présenter et puis on va voir un petit peu ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au Kenya. Bonjour Sébastien, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast aujourd'hui. Comme tu l'as dit, je suis suisse, je m'appelle Julien Lyon et je suis arrivé au Kenya en 2017 et je suis maintenant marié avec Lavina, mon épouse kenyane, depuis un peu plus d'une année et j'ai 31 ans. Alors, avant d'arriver au Kenya, quelles ont été tes différentes étapes de vie? Quel a été ton parcours à la fois personnel sur le plan des études et au niveau sportif? On l'abordera après parce que tu as eu une belle carrière au niveau de tes jeunes années, même si tu es encore jeune aujourd'hui. Oui, alors j'ai fait mes études à Genève, donc scolarité normale jusqu'au baccalauréat français. Donc moi j'ai fait la maturité suisse. Ensuite, j'ai fait un bachelor en sciences économiques et puis je me suis reconverti un petit peu parce que j'ai senti que c'était pas trop mon truc de bosser dans une banque devant un ordinateur ou comme ça, dans un bureau. Donc, j'ai fait un deuxième bachelor en sciences du sport. Là, j'étais déjà un peu plus dans mon élément. Et ensuite, à la fin de mon bachelor en sciences du sport, c'est là où je me suis consacré exclusivement à la course à pied pendant quelques années. Puis après, on développera un peu plus le sujet plus tard, je crois, mais j'ai eu des bons résultats et puis des blessures. Et puis c'est ça aussi qui m'a amené au Kenya. Quelle a été ta première relation avec le sport? Est-ce que tu étais déjà coureur à pied durant ta jeunesse, durant tes premières années, que ce soit à l'école ou ensuite au lycée, à l'université? Ou est-ce que c'est venu plus tard? Et est-ce que tu as exercé d'autres activités sportives? Alors, en tout cas, j'ai toujours eu des prédispositions en course à pied parce que j'ai des super souvenirs d'enfance de ces journées sportives et puis particulièrement des crosses scolaires en fait où
chaque année, il y avait un cross où on courait, toute l'école courait, chaque classe contre chaque classe. Et j'étais toujours en fait le premier. Et j'ai un souvenir vraiment hyper particulier en tête, un souvenir vraiment qui est juste génial. C'est qu'on avait une rencontre inter-école. Et en fait, j'avais 10 ans et on avait été mal orienté en fait dans le parcours. On a été orienté sur la boucle des plus grands, donc sur la boucle de 4 kilomètres alors qu'on devait faire que 2 kilomètres. Et moi, je me suis tout de suite retrouvé devant en fait. Et après, je sais pas moi, 2-3 kilomètres, je m'étais retourné et en fait, je voyais personne derrière moi. J'étais tout seul et je savais pas combien de kilomètres il nous restait encore à courir. Et j'étais dans ma zone de confort. Ou dans la zone, comme on dit dans le milieu sportif. Et ouais, c'est mon premier souvenir vraiment où je me suis dit, voilà, j'adore courir, j'ai des capacités et pourquoi pas un jour être coureur professionnel. En fait, c'est à peu près ce jour-là que le rêve est vraiment arrivé en moi et que j'ai eu ça à l'esprit. Ouais. Tu avais quel âge lors de cette première compétition ? Alors, j'avais 10 ans, mais je pense que les premiers cross scolaires, c'était même avant. Je pense que c'était vers 7-8 ans. Et ensuite, il y avait cette compétition à 10 ans. Et ensuite, j'ai pas réellement commencé l'athlétisme avant mes 15-16 ans, parce que je faisais un peu du tennis à ce moment-là. Et puis, ouais, ça m'amusait plus le tennis que la course à pied. Et puis c'est qu'à 15 ans où via un copain qui faisait de l'athlétisme, je me suis dit, allez, je vais aussi m'inscrire dans un club d'athlétisme. Et voilà, et tout de suite, là, j'ai eu des bons résultats et surtout, j'ai pris beaucoup de plaisir à seulement courir. En fait, aussi l'athlétisme, ce qui m'embêtait un peu quand on était plus jeune, c'est que quand on est encore dans les catégories jeunes, poussins, cadets et tout ça, on est un peu obligé de faire un peu tout, de la longueur, du saut en longueur, du saut en hauteur, du lancer de poids et tout ça. Et ça m'embêtait un peu. Moi, ce que j'aimais, c'était vraiment juste courir et courir longtemps. Et donc, j'ai commencé que au moment où il y avait déjà des divisions entre les sprinteurs, les lanceurs, les sauteurs. Et donc, c'était vers 15-16 ans. Et donc, l'intégration en club, ça a été pour toi un révélateur pour affirmer ces prédispositions. Est-ce que tu étais conscient à l'époque de ce potentiel que tu avais au niveau sportif ? Alors, j'en avais déjà pris conscience à l'école, justement, en étant dans les plus forts dans les plus rapides de mon école en course à pied. Et par contre, l'intégration au club, ouais, ça a été un tremplin, c'est sûr, parce que on a tout de suite intégré des entraînements assez sérieux. Je crois que c'était 3-4 fois par semaine au début. Et puis bon, voilà, j'étais confronté à des adolescents qui faisaient de l'athlétisme depuis des années. Et ouais, assez vite, j'étais au niveau. Et puis donc voilà, donc après dans les compétitions, ça s'est très vite révélé en fait. Alors tu as touché à tout, ou est-ce que pour toi le plaisir était essentiellement de courir et courir longtemps, parce que ça c'est une de tes particularités. Tu aimes courir longtemps. Ouais, exactement. Alors non, justement, moi j'ai jamais aimé le saut en longueur, le saut en hauteur. Enfin, j'ai jamais été fan de ça. Encore moins les lancers, surtout le lancer de poids et tout ça qui m'ennuyait un peu. Et même le sprint, en fait, j'ai jamais aimé ça. Je me souviens même qu'à l'école, certaines filles de ma classe qui étaient rapides me battaient en sprint, donc c'était un peu frustrant. Par contre, sur les longues distances, et en fait, plus c'était long, mieux c'était pour moi. Ça, c'est depuis vraiment mon enfance, très 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 jeune déjà. J'adorais les efforts très très longs. Alors, au niveau de ces efforts, est-ce que tu avais déjà un goût pour la compétition, pour l'adversité, pour justement performer au plus haut niveau, ou est-ce que tu t'es découvert cet esprit de compétiteur au fur et à mesure de tes courses, au fur et à mesure des victoires que tu as pu engranger ? Non, je crois que j'ai toujours eu en fait. J'ai toujours eu ça, je crois. J'ai toujours adoré les compétitions, ouais, et surtout sportives en fait. Chaque fois qu'on avait une course, que ça soit une petite course d'école ou parfois mes parents m'inscrivaient aussi dans des petites courses locales, j'étais toujours très très excité la veille, la nuit, je pensais à ça et je rêvais que je gagnais la course. Donc j'ai toujours eu ça en moi là, aussi l'esprit de compétition et le plaisir de la compétition. Alors tu évoquais justement avoir consacré vraiment quelques années en mettant le côté professionnel de côté pour être vraiment sportif de haut niveau. Quelle est cette approche ? Comment tu y es arrivé ? C'est parce que ce potentiel était là, parce que tes résultats te permettaient justement d'envisager une belle carrière que tu t'es dit, bon,
j'ai assuré sur le plan universitaire, scolaire, j'ai déjà mes diplômes, je pourrais donc travailler par la suite. Et tu as vécu ton rêve en étant vraiment sportif de haut niveau et un sportif de façon quotidienne. Alors, exactement. Alors, en fait, je pense que j'avais envie de dire ça a été un hasard, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément de hasard, mais ça a été, en fait, moi, je crois à ça. Je crois que la vie, elle est faite on a un peu un destin et que les choses sont pas forcément faites de hasard et qu'on doit arriver où on arrive. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être coureur professionnel. Par contre, enfin, il n'y a pas un mode d'emploi et c'est pas comme les sports collectifs où tu peux être intégré à une équipe et être, voilà, du coup, propulsé, professionnel. La course à pied, c'est un peu plus compliqué. Il y a très peu de gens, en fait, qui le font en Suisse, en France, en Europe en général. Il y a très, très peu de coureurs professionnels de marathon ou de longue distance. Donc c'était pas évident. Et j'ai eu la chance en fait de rencontrer mon ancien entraîneur, mon dernier entraîneur qui s'appelle Tesfaye Etisha, qui est éthiopien d'origine mais qui a vécu en Suisse depuis plus de 20 ans et qui était justement un peu le seul coureur professionnel à Genève. Et donc lui, je l'ai rencontré parce que je coachais ses filles dans le club d'athlétisme 2 fois par semaine et que par hasard on était voisins. Et donc, à un moment, il était parti en Éthiopie pour s'entraîner. Justement, à l'époque, il était encore coureur professionnel. Et il m'avait demandé, est-ce que tu peux amener mes filles à l'entraînement et les ramener à chaque fois pendant les 2-3 semaines où il n'était pas là? Et je lui ai dit, oui, bien sûr, pas de souci et tout ça. Et après, en revenant, il était très, très, très reconnaissant. Et c'est un peu là où il m'a pris sous son aile. Il m'a demandé, mais qu'est-ce que je fais moi? À ce moment-là, j'étais encore à l'université, mais j'étais en train de terminer mes études. Et il m'a dit, bah, viens, demain, on s'entraîne ensemble. Et comme ça, en fait, ça a commencé par un footing. Et depuis ce jour-là, en fait, on s'est entraîné tous les jours ensemble. Il m'a dit, bah, reviens demain, on refait ça, après-demain, etc. Et donc, c'est ça, c'était vraiment sympa. Et puis après, voilà, il m'a expliqué, il m'a pris sous son aile, quoi. Il m'a appris ce que ça veut dire coureur professionnel, les sacrifices que c'est, le programme d'entraînement que ça représente. Et moi, je lui ai fait confiance à 100% et j'ai progressé hyper vite à ce moment-là. C'était en 2015, début 2015 et très très vite, j'ai fait des résultats bien meilleurs que ce que j'avais fait jusqu'à présent. Est-ce que tu penses que sans cette rencontre, tu aurais quand même atteint les résultats que tu as obtenus du fait de ton potentiel, ou est-ce qu'il a vraiment agi comme un révélateur en en allant chercher chez toi ce qu'il y avait de meilleur? C'est dur à dire. Je pense ça on le saura jamais, mais ouais, honnêtement, c'est dur à dire. Je pense qu'en tout cas, à ce moment-là de ma vie, c'est ce qui m'a permis d'atteindre ces résultats aussi rapidement. Sinon, peut-être qu'il serait venu 1 année plus tard, 2 années plus tard, parce que je pense que j'avais quand même un destin aussi au Kenya, en Afrique, dans le pays des coureurs. Donc ça, c'est dur à dire, mais en tout cas, à ce moment-là de ma vie, c'est sûr qu'il m'a beaucoup apporté et qui m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses et de faire d'énormes progrès. À l'époque, quelles étaient, on va dire, l'organisation de tes séances, l'organisation d'une semaine quand on est sportif de haut niveau? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre un entraînement, je dirais, à l'européenne, ce que tu as connu en Suisse dans tes plus jeunes années, et un entraînement plutôt axé sur ces coureurs d'Afrique de l'Est? Quelle est la grosse différence et qu'est-ce qui a été mis en place pour que tu arrives vers ce haut niveau? Alors, la plus grosse différence, celle qui me vient en tout cas en premier à l'esprit, c'est le volume d'entraînement hebdomadaire qui est bien, bien, bien supérieur pour les Africains de l'Est. Ça veut dire que par exemple en junior et même en espoir, donc jusqu'à 23 ans, je courais entre 80 et 100 km par semaine, même si je m'entraînais peut-être 5-7 fois par semaine, j'avais pas un volume d'entraînement qui était énorme. Après, tout de suite, quand j'ai commencé avec mon entraîneur éthiopien, je suis très rapidement passé à 140-150 km par semaine. Donc ça, c'était quand même une énorme différence en fait. Et en tout cas, moi, c'est ça qui m'a fait énormément progresser. Après, sur le contenu des séances, ça ressemble, mais là aussi, il y a un volume qui est supérieur. Par exemple, sur des 10 fois 400 mètres que je pouvais faire en club, après, ici en Afrique, c'est plus 15 et même 20 fois, 25 fois 400 mètres.
Et comment tu as réussi à basculer de ce volume d'entraînement que tu considérais déjà comme étant important à encore plus, voire beaucoup plus, pour atteindre justement ces kilométrages 140, 150 kilomètres. Le corps, il a bien réagi? Sans doute que oui, puisque tu as eu des résultats ensuite et on va le voir dans la prochaine question sur d'énormes chronos et tu as frôlé les minima olympiques. Comment tu as pu encaisser finalement cette charge d'entraînement? Bah alors au début, c'était très dur. Je m'en souviens qu'après la deuxième ou troisième semaine, après avoir commencé avec mon ancien entraîneur, je lui ai dit, écoute, je suis crevé. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est normal. La semaine prochaine, ça ira mieux. Et en fait, il m'a toujours maintenu comme ça en me disant, t'inquiète pas, c'est normal. Demain, ça ira mieux. Et c'est un peu la philosophie en fait ici en Afrique. Ils sont quand même durs au mal. Et il y a toujours l'espoir, voilà, du futur, d'un futur meilleur, d'un lendemain un peu plus facile. Et en fait, c'est jamais vraiment le cas. Mais ça m'a mentalement, en fait, ça m'a bien aidé. Et physiquement, ils sont très très pointilleux sur les massages, sur la récupération en général, donc sur le sommeil. Donc je faisais beaucoup de siestes, une alimentation irréprochable et beaucoup de massages et surtout des massages très très profonds. Donc des massages qui sont aussi douloureux que les pires séances de fractionnés, ce qu'on n'a pas trop chez nous quand on va se faire masser chez nous en Europe. Si c'est un masseur sportif qui est très bon, il va appuyer, mais sinon ça va plus être du massage de relaxation, ce qui permet malheureusement pas d'enlever tous les nœuds qui sont parfois très très incrustés dans les mollets ou dans les cuisses après des séances dures. Alors après quelques mois de collaboration, tu as, donc tu le disais tout à l'heure, hein, obtenu de très bons résultats. Est-ce que tu peux nous relater tes belles compétitions, tes chronos vraiment très très rapides? Ce que je disais, hein, tu étais proche d'une qualification olympique. Ouais, alors en 2015, j'ai fait, après quelques mois d'entraînement avec mon entraîneur éthiopien, j'ai fait 1h05 35 sur un semi-marathon en Allemagne, ce qui m'a permis de me qualifier au championnat d'Europe l'année suivante à Amsterdam. Ensuite, en avril 2016, j'ai fait mon premier marathon à Zurich et j'ai fait 2h16 et 17 secondes. À l'époque, les minima étaient 2h14. Donc, j'étais pas très loin, surtout que les conditions à Zurich étaient vraiment particulièrement exceptionnelles avec de la grêle, de la pluie, de la neige, on a tout eu. Donc ça aussi, c'est un de mes souvenirs les plus marquants en fait de course à pied, c'était ce marathon à Zurich. Donc là, je rate les minima de peu. Il y avait même eu à l'époque des questions, tiens, est-ce qu'il peut pas être repêché au vu des conditions météo et tout ça, sachant qu'à l'époque, c'était la Suisse qui avait mis les minima à 2h14, mais qu'en réalité, les minima internationaux, ils étaient de 2h19. Donc en réalité, la Suisse avait le droit de me qualifier, mais voilà, ils sont pas revenus sur leur décision, sur leur minima fixé, ils sont pas revenus en arrière, donc j'ai pas été qualifié. Par contre, quelques mois après, en juillet 2016, j'ai fait les championnats d'Europe à Amsterdam, et là, j'ai fini 15e, moi, de la course. J'étais le seul des 92 participants à avoir battu mon record personnel ce jour-là, parce que j'ai fait 1h04 40, parce qu'il faisait très chaud, c'était en plein mois de juillet, donc très très chaud. Et on a fini la Suisse champion d'Europe par équipe. On a gagné le titre par équipe pour 1 seconde devant l'Espagne. Donc ça c'est aussi un souvenir magnifique. Et ensuite c'est là que les problèmes ont commencé un peu juste après. En fait, on est parti à Saint-Moritz avec mon entraîneur et là je me suis entraîné très 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 dur. J'étais très très en forme. En septembre, j'ai fait le marathon de Berlin et je suis passé en 1h05 20 au semi, donc sur une base de 2h10 et j'étais bien. Et après, ça a calé en fait au 33e kilomètre. J'ai eu un gros point de côté. Je pense que physiquement, j'étais vraiment à la limite à cause des entraînements hyper intenses. Mais j'avais dans les jambes un gros chrono, donc c'est dommage, il n'est pas sorti. Mais voilà, j'avais encore passé un cap, c'est sûr. Et voilà, puis après, j'ai eu des problèmes de tendon d'Achille qui ont commencé à ce moment-là, en fait, même avant le marathon de Berlin. Et ça a débouché sur beaucoup de galères, 2-3 ans de douleur.
d'arrêt, de reprise, de soins, jusqu'à une opération en octobre 2018. Alors, est-ce qu'après cette grande période, on va dire faste, avec le titre européen, un très joli chrono à Zurich, est-ce que tu penses avoir trop tiré sur la corde sur le plan de l'entraînement? Tu disais, hein, tu as eu beaucoup d'entraînements difficiles qui ont peut-être fait naître une blessure, ou est-ce que cette blessure était tout autre? Non, clairement, c'est dû à un surentraînement à ce moment-là. En fait, il y a eu deux choses. Il y a eu un surentraînement physique, donc j'ai trop tiré sur la corde, comme tu le dis bien. Je faisais, pour donner une idée, je faisais plus de 200 kilomètres par semaine pendant les 2 mois de juillet-août. Je faisais jusqu'à 230 kilomètres avec 2 séances de musculation. Ouais, une charge énorme. Et en fait, le lendemain d'une séance de 50 kilomètres, c'était ma plus longue séance, hein. C'est pas que je faisais des séances de 50 kilomètres tous les jours, mais voilà, j'avais ma plus longue séance du programme qui était 50 kilomètres. Je me souviens, je crois que c'était 3 heures d'ailleurs, une sortie de 3 heures où j'avais fait 50 kilomètres, et le lendemain, j'arrivais plus à marcher. J'avais des tendons qui étaient complètement inflammés, les 2 tendons d'Achille, et c'est de là que tout a commencé. Et après, voilà, j'ai quand même, j'ai pas arrêté, j'ai pas fait de pause parce que j'avais des échéances, donc je courais avec des douleurs. Je m'entraînais quand même tous les jours, souvent 2 fois par jour, et avec les douleurs, et jusqu'au moment où, en fait, au niveau mental, ça devient insupportable. Et à partir du moment où c'était au niveau mental insupportable, en plus de la douleur physique, tu t'es dit là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, tu t'es finalement rangé vers la solution opération. Comment tu l'as vécu sur un plan psychologique? Ça doit pas être simple de se dire j'arrête, et peut-être que derrière, ce haut niveau s'éloigne pour toi. Ouais, alors il y a eu des phases, hein. Il y a eu d'ailleurs d'abord une pause, et puis une reprise, et puis j'ai fait les ondes de choc pour essayer de traiter les douleurs. Ça n'a pas marché. Et puis j'ai fait ce qu'ils appellent une PRP, donc ils prennent du sang et ils injectent, ils font une prise de sang, puis ensuite ils injectent les cellules blanches, je crois, directement dans les tendons, et ça fait vraiment très mal en fait. Pendant 2 mois, on a des béquilles et tout ça, ou un mois en tout cas. Et ensuite, justement, je suis parti au Kenya, j'ai essayé de faire les massages kényans, de faire une reprise tout en douceur de la course à pied. Mais malgré ça, voilà, en fait, j'avais le syndrome d'Aglund, ce qu'ils appellent, donc c'est-à-dire que l'os, il se calcifiait au niveau du tendon. En fait, le tendon est attaché sur 3-4 centimètres du talon, et le talon se calcifiait, et le tendon cisaillait l'os. Donc l'os était en fait en sang. Ils ont vu ça au moment de l'opération. Et donc voilà, c'est pour ça que, comme tu l'as dit, mentalement, en fait, c'était plus supportable. J'arrivais plus à courir, à avoir du plaisir en courant. Et du coup, j'ai décidé de me faire opérer. Et alors, tu demandais si c'était l'éloignement du haut niveau. Oui et non, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais à un stade où de toute façon, en fait, c'était soit ça, soit j'arrêtais de courir, en fait. Donc moi, j'avais pas envie d'arrêter de courir, j'avais envie de continuer, d'avoir encore une chance, et j'y croyais énormément à cette opération. En fait, je pensais que voilà, une fois qu'on se faisait opérer, c'est bon, on repartait avec. C'est comme si on va chez le garagiste, on repart avec un nouveau moteur, avec des nouvelles jambes. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Euh, j'ai eu une rééducation qui était très compliquée, et ça a mis en réalité 1 an et demi après l'opération à vraiment à que je retrouve des jambes entre guillemets neuves, et surtout sans douleur. En fait, j'ai eu des douleurs pendant 1 an et demi après l'opération, des douleurs différentes d'avant l'opération, mais des douleurs qui étaient même en fait presque pires qu'avant l'opération. Aujourd'hui, comment tu conseillerais quelqu'un qui aurait ce type de symptômes? Est-ce que tu l'encouragerais à courir avec la blessure? Et on va voir que dans tes activités de coaching, ça peut-être entrer en compte. Quel conseil tu donnerais à des sportifs qui sont atteints de ce syndrome? Est-ce qu'on passe par l'opération tout de suite, ou est-ce que on pousse le bouchon un petit Non, peu? un sportif amateur, en tout cas, je lui conseillerais pas de se faire opérer. Déjà, en fait, je le pousserais pas à continuer à courir pendant des semaines et des semaines avec des douleurs. Donc assez vite, on arrêterait, on ferait une pause d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis tant qu'il n'y a pas une reprise sans douleur, on forcerait pas. En tout cas, ce qui n'a pas été mon cas.
Ensuite, justement, il faut savoir qu'il y a quand même un pourcentage de gens qui sont opérés comme je l'ai fait, qui se remettent jamais, donc qui ont des douleurs en marchant, comme j'ai eu pendant plusieurs mois, juste en marchant, et qui se remettent jamais. Donc c'est pour ça que c'est quand même une opération qui est pas anodine et qui était réservée vraiment aux coureurs professionnels, c'est ce que m'avait dit le chirurgien à l'époque. Et par contre, un coureur professionnel, là, moi, je lui dirais, oui, fais-le. Par contre, sois très, très patient. Ne pense pas que c'est parce que tu le fais que tu pourras reprendre 3 mois après et que tout ira bien. Donc, voilà, c'est ça que moi, j'étais pas tout à fait au courant avant de faire les opérations et qui aurait été un bon conseil, en fait, de me dire, OK, fais-le. On espère que tu vas te remettre. Il y a de grandes chances que tu te remettes, mais sois très, très patient et peut-être essaye d'envisager quelque chose d'autre pendant un moment, un long moment. Et la destination du Kenya, Julien, tu l'as découverte pendant ta rééducation? C'était une volonté d'aller faire cette rééducation au Kenya ou tu avais déjà effectué des stages auparavant dans cette région du monde? Alors, non, mon premier stage, ça a été en 2010, donc j'avais 20 ans. J'étais très, très attiré par cette région, pour le côté course à pied. J'avais vu un reportage sur Bob Tari, ça m'avait vraiment fait rêver. J'avais lu un livre d'un journaliste genevois qui avait passé 6 mois ou une année dans la région, qui avait écrit un beau livre sur la situation économique aussi, politique, tout ça, mais aussi sur la course à pied. Et du coup, voilà, j'ai contacté ce journaliste et il m'a donné un numéro d'un athlète kényan. J'ai pris ma valise, enfin mon sac à dos et je suis parti pendant les vacances d'été. Un mois et voilà, j'avais contacté cet athlète kényan et j'avais vécu pendant un mois dans sa famille avec sa grand-maman qui était la tête de la famille, on va dire, la chef de famille et c'était génial, quoi. Vraiment une expérience humaine incroyable. Et je m'en souviens qu'à l'époque, je rêvais déjà en fait de vivre là-bas. Enfin, je m'étais dit voilà, c'est génial cette vie-là, c'est cette vie-là qu'il me faut. Et après voilà, les études et la vie. J'avais 20 ans, j'étais pas prêt à tout claquer et partir là-bas, m'installer là-bas, sachant aussi que c'était compliqué à l'époque parce qu'il y avait pas du tout les mêmes réseaux. Les mêmes technologies qu'aujourd'hui, donc il n'y avait pas moyen de communiquer comme on peut le faire, comme on le fait là, via Zoom ou WhatsApp ou autre. À l'époque, j'allais une fois par semaine au cybercafé, j'écrivais un ou deux emails à ma famille et pendant 1 heure, ça ramait et finalement l'email partait et c'était bon comme ça, mais c'était très très différent. Maintenant c'est sympa de vivre ici. On reste quand même très connecté avec sa famille, avec ses proches. Alors justement, on n'en a pas parlé de tes parents, de ta famille. Comment ils t'ont accompagné déjà sur toute la partie sportive, sur cette carrière montante et sur ta progression. Et puis aujourd'hui, sur le fait que tu vives au Kenya, comment ils le prennent? Est-ce que tes parents t'ont poussé, t'ont accompagné dans ces projets de voyage et d'installation loin de la Suisse finalement? Alors oui, oui et non, oui. En tout cas, ils m'ont jamais freiné. On en parlait avec ma maman tout à l'heure, qui est en ce moment ici au Kenya avec moi et mon épouse. Et elle, c'est vrai qu'elle m'a toujours encouragé en fait à vivre des expériences, en fait, à vivre des aventures humaines. Et donc quand je lui ai dit que je voulais partir un mois au Kenya à 20 ans, elle m'a laissé faire, elle m'a encouragé. Et donc oui, à ce niveau-là, oui. Et au niveau sportif, c'est un peu pareil. Je pense que tous les deux, mon papa et ma maman, ils avaient un peu peur que je veuille faire coureur professionnel parce que c'est pas quelque chose de classique, c'est pas quelque chose où il y a beaucoup de sécurité, en fait, de garantie. Donc, ils avaient toujours un peu peur. Par contre, ils m'ont jamais freiné. Ils m'ont jamais dit non, non, fais surtout pas ça, ça va pas. Un petit peu, en fait, pendant mes études, ils voulaient ils m'ont vraiment poussé à terminer mes études. Je pense que c'est surtout grâce à ma maman notamment que j'ai fini mes études parce que sinon j'aurais peut-être arrêté avant. Et donc ça, voilà, je suis vraiment reconnaissant parce que c'est bien d'avoir un peu de sécurité et puis d'avoir aussi vécu autre chose dans sa vie. Et puis voilà, donc c'est que à partir de 25 ans en fait que je me suis vraiment lancé à 100%. Et mes parents ont toujours été assez, enfin fiers de toute façon et puis assez encourageants là-dedans. Et cette envie de nouveauté, est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore ce côté un peu pétillant envers ce pays qui t'a accueilli? Tu es toujours aussi surpris, émerveillé de ce que le Kenya peut t'apporter? Et quelles sont les grosses surprises que tu as connues en arrivant dans ce nouveau pays?
Alors oui, je suis toujours quand même émerveillé, moins que le premier jour quand même, parce que c'est vrai que quand on arrive pour la première fois au Kenya, qu'on n'est jamais venu, c'est juste magnifique. Maintenant, je suis quand même habitué. Ça fait plus de 3 ans maintenant que je vis ici, donc pour moi maintenant c'est mon quotidien, c'est ma maison en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'adore toujours ce côté très humain en fait que les gens ont ici. Le côté un peu village en fait, parce que ça serait pas la même chose à Nairobi forcément. Mais là, on est quand même dans des zones Iten, Eldoret, où ça reste très village, donc tout le monde se connaît, donc les gens sont chaleureux, les gens se saluent, les gens prennent le temps de discuter. La vie est moins stressante aussi, moins rapide. Donc voilà, les gens sont très aimables en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très appréciable encore maintenant au quotidien. Et si tu n'avais pas rencontré ton épouse, est-ce que tu serais encore aujourd'hui au Kenya pour... bon, on va voir hein, pourquoi tu es toujours au Kenya et un projet humanitaire t'anime et te pousse. Mais s'il n'y avait pas eu cette rencontre, est-ce que tu serais toujours, penses-tu... alors tu vas me dire c'est le destin, on ne sait pas. Est-ce que tu serais toujours au Kenya? Honnêtement, je pense pas. Je pense que la vie au Kenya, sans être marié ou être en tout cas accompagné par une femme ou une copine est compliqué quand même. On peut vite être seul. C'est difficile aussi de faire des amitiés très profondes, en fait, des amitiés comme on a chez nous, parce qu'il y a quand même une énorme différence culturelle. Ça peut paraître bizarre parce qu'on peut se marier et avoir voilà avoir une épouse et des enfants, mais c'est compliqué d'avoir des amitiés vraiment très profondes. Ça c'est un sujet, enfin une généralité. C'est pas seulement moi. J'en ai parlé avec avec les quelques Européens qui vivent ici aussi, et ils sont tous en fait en couple et ils ont du mal aussi à avoir des amitiés très ouais comme on a chez nous quoi. Et donc, je pense que non. Pour répondre à la question, je pense que non. J'aurais pas pu rester aussi longtemps au Kenya sans avoir rencontré mon épouse. Et puis après, bien sûr, il y a les projets humanitaires maintenant qui font qu'on est là aussi et qu'on a du sens qui fait du sens à ce qu'on reste là et qu'on retourne pas en Europe. Alors, ce projet humanitaire, comment il est né? Alors, on va le citer, hein. Donc, vous avez monté avec ton épouse une association qui s'appelle Simba for Kids. Comment c'est venu? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous développez? Je vais te laisser en dire un petit peu plus et puis tu nous diras justement comment vous fonctionnez et quels sont les objectifs de ces actions humanitaires. Alors, Simba for Kids, c'est né en début 2019, donc ça fait 2 ans maintenant. L'idée est née en fait pendant ma période de rééducation justement, après l'essai en fait de reprise d'entraînement et où j'avais toujours des douleurs. Et voilà, c'est né à ce moment-là où moi j'avais du temps, je vivais au Kenya, j'avais mes sponsors, donc j'avais pas de besoin de stress financier de devoir rentrer pour travailler ou comme ça. J'avais encore en fait des sponsors qui m'accompagnaient pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc voilà. Et du coup, ben moi, je suis donc de formation, j'ai une formation de prof de sport. J'ai un peu exercé le métier avant de me lancer à fond dans la course à pied. Et donc j'étais intéressé en fait de rencontrer, de découvrir les écoles à Iten. On voit toujours plein d'enfants en fait qui courent un peu, qui jouent, qui vont à l'école, qui rentrent de l'école quand on vient pour un stage à Iten, mais on sait pas trop ce qu'ils font en fait à l'école et dans leur famille. Et moi, ça m'a intéressé de franchir le pas, en fait, et d'aller m'intéresser un tout petit peu plus à comment sont les conditions là-bas. Et donc, on s'est baladé avec ma femme, on a été dans 2, 3 écoles et on a vu que c'était des conditions, en fait, très précaires, en fait. Bien, parce qu'on voit, les gens sont contents, ils sourient. Alors, ils ont des habits troués ou des uniformes tout troués, mais ils sont quand même contents. Donc, on se dit, bon, ça va, tout va bien, en fait. Ça, c'est le regard que j'ai eu pendant beaucoup d'années, pendant 2 ans, et le regard qu'un touriste qui vient 2 semaines aurait du Kenya. Par contre, quand on passe ce cap, justement, quand on ouvre les portes de l'école ou d'une famille, on se rend compte que c'est vraiment très éloigné des conditions qu'on a chez nous. Et donc moi, j'ai eu la volonté en fait d'aider.
Et donc j'ai contacté un peu mon réseau à Genève, notamment l'école privée où j'ai travaillé pendant quelques mois, quelques années, qui s'appelle l'Institut Florimond. Et je leur ai dit, voilà, il y a une école, ils ont absolument besoin d'un nouveau bloc sanitaire pour des toilettes. Et ça coûte environ 2500 francs suisses, donc environ 2500 euros. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire un projet avec l'école pour financer ça? Et tout de suite, j'ai eu le feu vert. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tiens, ok, super. On va commencer par ça. Et ensuite, au-delà de ça, notre idée, c'était de faire ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui un children's center, donc un centre pour enfants, pour occuper et faire des activités sportives et éducatives pendant les vacances et les week-ends à tous ces enfants qui en fait n'ont rien à faire. Parce que nous, on est toujours hyper occupés les week-ends et les vacances. Eux, ils n'ont rien à faire du tout. Il y a rien du tout qui est proposé dans la région. Et donc, ces enfants s'ennuient, en fait. Ils sont assis dans l'herbe, ils jouent un tout petit peu entre eux, mais on voit qu'ils s'ennuient. Les journées sont longues. Et je me suis dit, voilà, c'est quand même, ça représente la moitié des jours de l'année. Et donc, nous, si on arrive à faire un truc sympa où les enfants peuvent venir lire des livres, faire des jeux de société, faire du foot, faire des activités sportives, des jeux, des tournois, je me suis dit ça serait vraiment un chouette projet et c'était ça notre projet. Maintenant, à l'époque, justement, on se rendait pas compte de l'ampleur l'ampleur du projet. Donc voilà, on a commencé vraiment avec plein d'enthousiasme et puis et les yeux fermés un peu. Et heureusement, en fait, on a eu directement énormément de soutien. Et donc, on a continué l'aventure. On a créé après l'association en avril 2019, Simba for Kids. Et voilà, et de fil en aiguille, on en est là maintenant, ça fait 2 ans. Et on a créé ce Children's Center. En fait, c'est un gros bâtiment, une grosse salle polyvalente de 24 mètres sur 8 mètres, avec une cuisine. Justement, il y a un espace bibliothèque, un espace ludothèque, et il y a un terrain multisport où on fait des tournois de foot, des cours d'athlétisme, et voilà, on veut développer avec du hockey, du basket, du volley, un peu, voilà, multisport. Donc voilà ce qu'on fait principalement. Et après, ce qu'on a fait aussi, c'est donc des soutiens dans les écoles, comme on a fait le tout début avec les constructions de toilettes. Ça, on l'a fait dans plusieurs écoles. On a construit des cuisines, on a construit une salle de classe, on a construit des toilettes justement. Parfois, on a amené du matériel scolaire, donc des livres, des pupitres, etc. Et le dernier projet qu'on fait, c'est qu'on soutient directement les familles et les enfants. Donc il y a des familles, comme partout, mais là, les familles en difficulté sont très très en difficulté en fait. C'est-à-dire que on s'est retrouvé à rencontrer des familles où ils ont 6, 8, 10 enfants et ils dorment tous dans un 12 mètres carrés et ils dorment sur des sacs en plastique posés à même le sol en terre. Et la nuit, quand il pleut, le toit qui est en paille, il fuit. Donc on a vu des conditions qui étaient vraiment quand même choquantes et où on a décidé d'aider. Là maintenant, on a aidé une trentaine de familles déjà. Donc ça représente une centaine d'enfants. Et je voyais justement sur votre fil d'actualité Facebook où vous avez fait don à des familles d'un lit, ce qui est quelque chose qui pour nous semble vraiment anodin en tant qu'Européens, mais pour ces familles-là, ça représentait quand même quelque chose d'important de pouvoir les accompagner, de pouvoir les aider dans cet aménagement et dans ces conditions de vie que tu disais justement choquantes. En fait, nous, notre projet principal, ça a toujours été et c'est toujours d'offrir une bonne éducation au maximum d'enfants de la région. J'ai envie de dire à tous les enfants, mais c'est presque impossible parce qu'il y en a en fait des centaines qui ont besoin d'aide. Donc voilà, petit à petit, j'espère qu'on va y arriver, mais ça prend du temps. Et donc en fait, on a réalisé que en fait, au-delà d'aller à l'école, d'avoir un uniforme, de pouvoir payer les frais scolaires, les repas de midi, si l'enfant il est dans des conditions à la maison qui sont trop difficiles, il n'arrive pas à apprendre en fait. Il dort pas la nuit ou s'il est vraiment dans des conditions trop difficiles à la maison, il peut pas bien apprendre à l'école. Ça se confirme là de plus en plus. En fait, les enfants qu'on aide, ils sont souvent en difficulté scolaire parce qu'ils ont du retard, parce qu'ils n'ont pas des bonnes conditions à la maison justement. Et donc voilà, c'est comme tu as dit avant, on offre des matelas, on offre un lit. Pour certaines familles, on a même construit des maisons annexées à leur maison qui s'est transformée du coup en cuisine parce que la maison dans laquelle ils dorment souvent c'est aussi la cuisine, donc ça veut dire qu'ils cuisinent au feu de bois, donc ils sont dans un espace qui est enfumé, c'est pas du tout sain.
Voilà, on essaye de faire le maximum petit à petit et ça dépend aussi toujours des sponsors qu'on a, des donations qu'on reçoit. Alors malgré cela, malgré ces conditions de vie difficiles, là je me balade sur le fil Facebook, je ne vois que des enfants avec un grand sourire. Quel a été l'accueil que t'ont réservé ces enfants quand tu es arrivé donc dans cette ville, dans ces villages, donc dans la région d'Iten? Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi? Bah, c'est vrai que c'est ça qui est assez incroyable, qui est bluffant, c'est que malgré les conditions de vie qu'ils ont, ils gardent le sourire et ils ont cette joie de vivre, en fait, qu'on n'a pas toujours chez nous. En tout cas, ils ont une joie de vivre qui est vraiment marquée par rapport en comparaison, on va dire, avec ce que j'ai vu en Europe. Ils ont cette simplicité, en fait. Et bon, faut se dire aussi que pour eux, c'est normal. C'est-à-dire qu'on a fait même, des fois, on a même justement, les gens me demandent souvent comment est-ce qu'on identifie ces enfants et ces familles vulnérables. Et en fait, ça vient parfois des directeurs d'école qui nous disent, là, on est en partenariat avec une dizaine d'écoles et donc on a de temps en temps des réunions avec eux et ils nous disent, voilà, il y a tel ou tel enfant, ils ont des difficultés. Et donc, on fait venir les enfants dans les bureaux, on discute avec eux, on dit, comment c'est à la maison? Est-ce qu'il y a un souci à la maison? Et souvent, ils nous disent, non, il n'y a pas de souci, tout va bien. Et en fait, parce que pour eux, c'est la norme. Pour nous, la norme, c'est de dormir dans un lit, avec un matelas confortable, une couverture confortable. Mais pour eux, leur norme, depuis tout petit, dorment par terre, sur un sac en plastique et avec une petite couverture. Et donc, voilà, c'était ça qui était encore il y a quelques mois. On a découvert ça, justement. Et on était étonnés, même avec le directeur, parce qu'il savait très bien, lui aussi, que c'était pas tout à fait, tout allait pas bien chez cet enfant. Et donc voilà, mais pour l'enfant, tout va bien, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant et voilà. Et c'est pour ça qu'aussi nous, ce qu'on poste sur les réseaux, c'est aussi du bonheur parce que notre but c'est pas de faire pleurer les gens en Europe et puis de les faire culpabiliser ou quoi que ce soit. C'est juste voilà les gens qui ont envie d'aider, les gens qui savent que la vie elle est pas toute belle non plus en Afrique parce qu'on a souvent cette image de l'Afrique où tout le monde est content, tout va bien. Les gens qui savent que c'est pas le cas quand même, que quand on franchit les portes, comme j'avais dit au début, on voit que c'est pas le cas. Ben voilà, eux ils peuvent nous soutenir et puis voilà nous en échange entre guillemets on publie aussi des choses qui rendent qui donnent un peu le sourire et puis un peu de bonheur justement aux gens qui sont en Europe aussi dans un train-train qui est pas toujours très drôle non plus. Et dans cette région qui est quand même touristique, hein, comme tu le disais tout à l'heure, on y va pour la course à pied, pour, on va dire, découvrir les paysages du Kenya. Combien vous accompagnez d'enfants? Tu as mis en place un système de parrainage qui permet à une personne de suivre un enfant, mais combien concrètement vous en accompagnez depuis seulement 2 ans, ce qui Mm-hmm. n'offre pas un grand recul à l'association, mais vous avez déjà abattu beaucoup de travail pour ces populations. Mm-hmm, mm-hmm. Alors nous on a 32 enfants qui sont parrainés par chacun leur propre parrain ou marraine. Donc ça c'est des gens qui font un don de 40 € par mois pour parrainer cet enfant et ça permet de prendre en charge justement tous les frais scolaires, l'uniforme, les livres, les cahiers, et les repas de midi à l'école, ce qui est très important parce que c'est des enfants qui n'ont aucun n'ont 3 repas par jour. Donc au moins ils ont la garantie d'avoir ce repas à l'école. Après, on a une centaine, voire 150 enfants qu'on suit de manière générale, qu'on accompagne dans les activités justement extrascolaires. Mais il y en a 30 qui sont parrainés, donc qui ont un soutien, on va dire, financier par des parrains. Et est-ce que ça a été facile quand tu arrives d'Europe de dire on va faire ça pour des enfants du Kenya? Est-ce que les autorités vous ont accueilli de façon, on va dire, agréable ou est-ce que vous avez rencontré quand même des difficultés ou des surprises qui n'étaient pas forcément prévues? Non, franchement, ils nous ont bien accueillis. Ils ont besoin d'aide, en fait. Le gouvernement, bah, si les infrastructures dans les écoles sont si compliquées, si précaires, c'est qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de sous qui arrivent dans les caisses. Donc, ils essayent de faire au mieux. Donc, eux, ben voilà, ils sont super contents quand il y a un organisme humanitaire qui vient donner un petit coup de main. Donc, on a eu vraiment pas de bâton dans les roues. Après, justement, au début, on avait l'espoir peut-être de pouvoir
faire des partenariats avec le gouvernement, de pouvoir dire ok, bah nous on finance ça, ou bien on finance 80% du projet, vous financez les 20% restants. Ça c'est pas possible en fait, parce que justement ils sont vraiment limités dans les budgets, donc ils sont pas d'accord de rentrer en matière là-dessus. Par contre, vraiment ils nous ont toujours beaucoup encouragés. On a toujours été hyper bien reçus quand on a voulu discuter avec le ministère de l'Éducation et tout ça. Donc après la création d'un Children Center, l'accompagnement des enfants dans les écoles et dans les familles, ce que vous avez fait depuis maintenant 2 ans, quelles seront, Julien, les évolutions de l'association Simba for Kids pour les semaines, les mois et les années à venir? Alors il reste encore beaucoup à faire. Le Children Center, justement, il est pratiquement terminé, mais pas encore tout à fait. Donc on doit finir la construction pour que tout soit terminé. Et puis on doit encore aménager tout l'intérieur, donc les fournitures et tout ça. Donc là, on aura encore besoin d'un petit peu de donations, mais ça va arriver, j'espère. Et ensuite, ça va être justement de bien installer de bien démarrer en fait, ou continuer les activités pour les enfants pendant les vacances scolaires et les week-ends. Là, c'est un tout petit peu compliqué avec le Covid parce que le gouvernement, comme en France, a refermé les écoles a priori jusqu'au 10 mai. Donc nous, ça nous empêche aussi de faire nos activités parce que voilà, c'est des activités aussi scolaires quelque part. Donc on va pas faire des réunions d'enfants si le gouvernement ferme les écoles. Donc voilà, on est un peu freiné par ça. Mais l'idée dans les prochains mois et les prochaines années, ça sera vraiment qu'il y ait un fonctionnement qui soit bon, qu'il y ait aussi plus de moniteurs kényans, d'encadrants kényans qui soient de confiance et qui soient compétents et qui nous permettent d'organiser des activités de plus en plus variées et qu'on ait de plus en plus d'enfants en fait qui viennent au centre, qui viennent jouer. On voudrait aussi les nourrir tous les midis, leur offrir un repas de midi. Donc ça c'est aussi à mettre en place. Et puis après continuer justement le parrainage d'enfants, l'augmenter. Il y a encore vraiment des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont besoin de parrains. Donc petit à petit d'agrandir cette structure et puis de suivre de plus en plus d'enfants, d'aider de plus en plus de familles à s'en sortir ici au Kenya. Aujourd'hui, en dehors de toi, Julien, et de ton épouse, combien de personnes occupent des fonctions dans cette association pour gérer, coordonner et accompagner de la meilleure des façons ces enfants? Alors sur le terrain, on est 4. Donc il y a mon épouse et moi-même et 2 employés kenyans. Et on a 5, un comité de 5 personnes à Genève. Voilà, mais eux ils font ça en dehors de leur travail et c'est un comité administratif quoi. Ils gèrent tout le côté administratif, mais ils occupent pas réellement de fonction dans l'association. Donc pour l'instant on est 4, mais j'espère que dans les prochains mois, en tout cas d'ici une année, on sera je pense plus. On sera, je pense, pratiquement une dizaine, en fait, entre la cuisinière, la dame qui nettoie, le gardien, tout ça. Donc, je pense qu'on sera une dizaine. Donc, voilà, on risque d'augmenter pas mal le personnel dans ces prochains mois. Alors, moi qui suis enseignant dans une classe d'enfants au Kenya, dans une école, combien d'enfants sont assis sur les bancs de l'école, sur une seule classe? Tu risques de me faire bondir par rapport aux effectifs que moi, je peux avoir dans mes classes. Combien d'élèves? Alors, Combien d'élèves, oui. Il y a en moyenne, je dirais que c'est 35 et ça peut aller jusqu'à 40 élèves par classe. Et quel est le cursus de ces enfants? L'âge d'entrée à l'école, l'âge de sortie, qu'est-ce qu'on leur apprend? Est-ce que vous avez, vous, un regard pour pouvoir les accompagner et leur transmettre ce qui leur manque, justement? Alors, le cursus, je crois que c'est sur le modèle britannique, parce que c'est une ancienne colonie britannique, le Kenya, mais ça ressemble quand même beaucoup au système français. Donc, en gros, ils ont le primaire qui commence à 6-7 ans. Avant ça, ils ont 2 ans d'école maternelle. Donc, en gros, vers 4 ans, ils commencent l'école et ils finissent à 18 ans, l'équivalent du baccalauréat. Et ensuite, ils sont orientés justement. Donc là aussi, c'est plus le système américain. C'est soit l'université, soit ce qu'ils appellent le collège. Voilà, mais en gros ça ressemble beaucoup à ce qu'on a chez nous et nous nous ce qu'on peut leur apporter en plus c'est tout ce qui est extrascolaire je pense qu'en France
il y a pas, peut-être je me trompe, mais il y a la majorité des élèves qui ont au moins une activité extrascolaire, au moins une année pendant leur enfance, quoi. Et ça n'existe pas du tout. Et donc, nous, c'est ça qu'on veut proposer, en fait. C'est des activités où on se développe beaucoup. Ben, justement, moi, dans ma vie, finalement, là, actuelle, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est les cours de sport que j'ai eus, notamment quand j'ai commencé l'athlétisme. Et donc, c'est ça que j'ai envie d'aussi offrir aux enfants ici, des enfants qui sont tous de milieux défavorisés. Donc, c'est des cours gratuits de sport. Et donc, chacun y trouvera son intérêt et peut-être que certains vont découvrir un talent dans le dessin, dans la danse, dans le chant, dans le basket, dans le foot et que ça va les faire rêver et peut-être leur offrir leur ouvrir une opportunité de carrière plus tard. C'est ce qu'on espère. Et est-ce que le sport, tel que la course à pied, hein, on dit de nombreux coureurs viennent de ces régions, donc de cette région de l'Afrique de l'Est, que ce soit l'Éthiopie, le Kenya, est-ce qu'ils sont nombreux vraiment à courir ou est-ce que ça reste, on va dire, l'image que l'on a d'Européens en disant, ben voilà, les meilleurs coureurs viennent du Kenya, mais est-ce qu'ils sont si nombreux que ceux-là à pouvoir prétendre à une carrière et à vivre de leur passion? Alors, à Iten, c'est assez impressionnant quand on arrive pour la première fois en tant que touriste, parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de régions dans le monde, et puis nous, chez nous en Suisse ou en France, on n'est pas habitué à ça. On voit des groupes de 20, de 50 coureurs jusqu'à 100 coureurs courir à des vitesses folles. Et donc, on se réveille le matin et on voit tous ces groupes qui passent, et on se dit, on se dit, et c'est vrai que je me le suis dit aussi, il y a que des coureurs. On a l'impression que c'est une ville où il y a que des coureurs. En réalité, c'est pas tout à fait le cas parce que j'ai encore regardé les chiffres tout à l'heure. À Iten, il doit y avoir environ 1000 coureurs, ce qui est énorme quand même. Mais c'est quand même une ville de 42 000. C'est une région de 42 000 personnes, habitants. Donc voilà, 1000 sur 42 000, c'est quand même pas tout le monde qui court. Mais c'est vrai que il y a pas ça en France ou en Suisse. On n'a pas des régions aussi denses de coureurs et surtout de ce niveau-là. Et combien, selon toi, sur ces 1000 coureurs, sont en mesure d'avoir une carrière qui soit, on va dire, brillante au point de pouvoir atteindre les sommets européens et mondiaux? C'est ces 1000-là où il y en a peut-être encore plus Non, après, dans tout derrière? le Kenya, il doit y en avoir 2-3 000, je pense. J'ai pas confirmé les chiffres à la Fédération kenyane d'athlétisme, mais je pense il y a 2-3 000 personnes qui courent de manière professionnelle, entre guillemets, parce que justement, sur ces 2-3 000 là, je pense il y en a que 10%, peut-être 15% qui s'en sortent plus ou moins. Donc, il y en a un pour 1000 qui est Kipchoge et qui vit bien qui réussit hyper bien sa vie et qui est une star. Mais par contre, voilà, le reste, c'est des gens qui vont peut-être une fois en France, qui vont faire le marathon de Toulouse ou je sais pas quel marathon, qui vont gagner 2 000 € et qui vont repartir. Et ça, je pense que ça représente uniquement 10 à 15% de tous ces 2-3 000 coureurs. C'est ça qui est aussi très impressionnant, c'est que entre 2010 et 2012 et après 2017 où je suis retourné au Kenya, j'ai vu ces mêmes têtes, ces mêmes coureurs, j'en ai reconnu plusieurs qui avaient jamais arrêté de courir et pourtant qui étaient jamais sortis du Kenya, qui avaient jamais eu l'opportunité d'aller une fois en Europe faire un marathon ou un 10 km ou un semi. Et pourtant, ils ont ce rêve du Yes Weekend kenyan, on va dire, où ils savent que c'est vraiment une porte de réussite en fait dans la vie. S'ils ont l'opportunité d'y aller une fois, ça peut vraiment leur ouvrir une porte énorme et qu'ils réussissent vraiment leur vie, ce qui n'ont malheureusement pas beaucoup. Les autres opportunités en fait sont pas très nombreuses. C'est pas comme chez nous où tu peux faire plein de métiers différents, tu vas réussir à gagner ta vie, à fonder ta famille, à vivre décemment. Là, malheureusement, il y a pas tant d'opportunités d'emploi que ça. Il y a beaucoup de fermiers dans la région. Et donc il y a beaucoup de pauvreté. Donc c'est un échappatoire pour eux. Et malheureusement, il y en a pas tant que ça qui s'en sortent. Et les courses au Kenya, il y en a. Mais là aussi, c'est souvent les prize money sont réservés au top 10 ou top 5. Et c'est des prize money qui sont vraiment très, très faibles, quoi. Ça peut être 200 €. Et puis, le 10e, il va gagner 20 € à peu près. Donc voilà, donc c'est pas vraiment des coureurs professionnels, quoi. Mais ils ont
ténacité et cette détermination de pas lâcher pendant des années, ils continuent de s'entraîner et de croire en fait en leurs rêves et leurs perspectives de réussite. Alors, tu le disais tout à l'heure, avoir expérimenté donc des stages, c'est quoi une journée de coureur à pied quand on est au Kenya et qu'on est en stage? Est-ce qu'on souffre dès l'aube ou est-ce que c'est cool les footings à 15-16 km/h? Alors, bon, un stage au Kenya, non, je pense que c'est juste trop cool. C'est vraiment une expérience inoubliable à vivre pour tout coureur passionné. Moi, vraiment, je recommande de venir au moins une fois à Iten, vivre cette expérience. Et non, je pense que quelqu'un qui vient juste une semaine ou deux en stage, un coureur amateur, c'est pas de la souffrance au quotidien. C'est plus que du bonheur justement parce qu'on est émerveillé de se retrouver là, de courir au milieu de tous ces grands champions. Donc oui, par contre, avec l'altitude, c'est sûr que c'est pas facile, mais je pense que le plaisir et l'émerveillement prennent le dessus sur la souffrance. Alors, selon toi, l'altitude est vraiment le facteur déterminant des performances obtenues par les Kenyans ou les personnes qui vont en stage sur cette région-là, ou est-ce qu'ils ont des prédispositions physiologiques naturelles? Alors, ni l'un ni l'autre, en fait, je pense. Je pense que les deux sont des paramètres déterminants, c'est sûr, des paramètres qui comptent. Par contre, je pense que l'émulation de groupe et et la croyance, en fait, qu'on peut y arriver, le fait de voir que son voisin, son cousin ou son frère a réussi, c'est un facteur encore plus important que l'altitude et la génétique. C'est cette émulation de voir que voilà, quand tu te retrouves dans un groupe où il y en a déjà deux, trois qui ont fait 59 minutes au semi et que tu les tiens, bah, tu te dis, voilà, le jour où tu as ton semi, tu vas avoir confiance que tu es capable aussi. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas trop en Suisse et en France. Il y a pas un tel niveau de densité de performance. Et du coup, un coureur comme Julien Vanders, c'est principalement ça qui lui fait vraiment beaucoup de bien. C'est que voilà, il est dans un milieu où déjà tout est axé course à pied. Et en plus, il y a cette émulation qui est juste incroyable, qui fait que tu es motivé tous les jours, en fait. Et est-ce que Julien Vanders a suivi ton parcours parce que tu es un peu plus âgé que lui? Est-ce que tu lui as donné envie de venir au Kenya ou est-ce qu'il avait déjà, lui, un itinéraire qui était déjà tracé pour te rejoindre au Kenya, puisque vous êtes dans la même ville finalement? Vous côtoyez peut-être même à certaines reprises? Oui, oui, on est amis avec Julien. On se voit régulièrement pour déjeuner à midi, pour discuter un petit peu. Et oui, bien sûr que je pense que ça lui a donné envie. Alors, je pense que sans moi, il aurait peut-être quand même été au Kenya, certainement. Mais le fait que, en fait, on s'entraînait dans le même club. Lui, il a quand même 6 7 ans de moins que moi. Mais, euh, mais on s'entraînait dans le même club. On a couru ensemble quand il a commencé à avoir 16 17 ans, qu'il courait avec les adultes. Et voilà, quand il a vu que j'étais au Kenya, il avait des grands yeux pétillants et il voulait en savoir plus. Et bah, je me souviens d'ailleurs que je lui avais offert un dictionnaire anglais Swahili. Ça doit dater de 2010 ou 2012. Et ça, voilà, il avait déjà quelques notions de Swahili. On en avait beaucoup parlé. Et puis après, voilà, il m'avait demandé des conseils. Et puis lui, il était comme un poisson dans l'eau. Après, quand il est arrivé au Kenya, il s'est tout de suite senti très à l'aise. Et lui, il a tout de suite voulu, contrairement à moi d'ailleurs, tout de suite voulu faire sa vie là-bas. Et il savait très bien ce qu'il voulait. Et, voilà, il voulait absolument pas faire d'études. Il voulait tout de suite à fond dans la course à pied et vivre au Kenya. Alors de cette vie au Kenya, Julien, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Un souvenir qui serait vraiment celui qui aujourd'hui te pousse à continuer ton action. Est-ce que c'est sur le plan sportif, une séance qui aurait été marquante ou un événement avec un enfant, un moment qui te donne finalement cette satisfaction et cette envie de poursuivre le chemin entrepris il y a 2 ans par cette association Simba for Kids? Non, c'est plus l'ensemble en fait. C'est plus l'ensemble de la situation, la précarité qu'il y a autour de moi ici et qui fait que j'ai envie d'aider. Et après, la simplicité de vie des gens, l'aimabilité, la gentillesse, justement les sourires au quotidien, c'est ça qui fait que j'ai vraiment envie de rester et qui fait que je suis bien ici. Et qu'on se sent bien aussi avec mon épouse ici et qu'on n'a pas forcément envie de rentrer tout de suite ou rentrer ces prochaines années à Genève parce que ici voilà
On se sent bien de manière globale en fait. On est en harmonie, on est épanoui, on est équilibré. Et au niveau développement, est-ce que d'autres structures, d'autres children centers dans des communes, dans des villes, dans des villages autour d'Iten sont en projet? Est-ce que tu ambitionnes de développer de façon plus importante encore, ou est-ce que ça demandera vraiment trop de travail au vu de ce que vous faites déjà pour ces nombreux enfants? Alors, en tout cas, cette année, ça sera pas possible à cause de la charge de travail justement et de l'organisation. On n'arrivera pas à faire d'autres children's centers. Par contre, c'est vrai que c'est une idée qu'on a en tête. On envisage dans les 2-3 prochaines années de répliquer le modèle qu'on espère bien développer à Iten, dans les villages autour justement. Aussi, une autre idée qui nous trotte un peu dans la tête de temps en temps, c'est d'ouvrir en fait un orphelinat ou un espèce d'orphelinat pour les enfants qui sont pas suivis chez eux, qui sont soit orphelins, soit avec des parents qui sont irresponsables, donc alcooliques ou vraiment pas responsables. Certains sont avec des parents handicapés aussi, handicapés mentaux, donc c'est très compliqué. Ils sont livrés à eux-mêmes vraiment dès leur plus jeune âge. Donc on a aussi cette vision, cette idée en tête, mais là aussi ça demande encore plus d'organisation et voilà, c'est encore une autre la marche est encore haute. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est pas impossible que dans les 2-3 prochaines années on développe aussi ce côté-là. Alors, malgré ces journées relativement bien chargées, j'imagine, pour vous, tu trouves quand même le moyen de coacher à distance, donc des athlètes, dont Sébastien, hein, qui était passé sur le podcast il y a quelques mois maintenant. Comment c'est venu? Comment tu as eu envie de transmettre peut-être ce que tu as appris auprès de ton entraîneur, ce que tu as découvert également au Kenya? C'était en toi déjà cette envie de coacher, tu le disais, hein, en faire déjà un petit peu sur ton club à Genève. Comment ça s'est développé et quel plaisir tu y trouves? Alors oui, le coaching, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en moi. En fait, c'est aussi une passion en fait. Comme la course à pied, comme maintenant les projets humanitaires. En fait, la plupart des choses que je fais dans ma vie, c'est toujours avec vraiment passion. Et le coaching, c'est venu assez naturellement à moi. Assez jeune, j'ai commencé à coacher pour mon club et puis pour la ville de Genève vers 18 ans. Ensuite, le coaching plus personnalisé comme je fais aujourd'hui, et donc pas sur le terrain mais à distance avec des programmes et tout ça. J'ai commencé à le faire suite à une rencontre avec une athlète libanaise que j'ai rencontrée justement en 2016 à Saint-Maurice quand j'étais en pleine charge d'entraînement. Et puis ensuite et surtout, j'ai envie de dire avec ma sœur que j'ai accompagnée pareil, c'était en 2016-2017. Elle est passée de 58 minutes au 10 kills, à son premier 10 kills quand elle a commencé à courir, et à faire 2 ans plus tard 39 minutes. Donc voilà, on était très, très, très contents, on était hyper excités, on voulait l'amener le plus loin possible. Enfin, elle voulait réussir et moi je voulais aussi. Et donc voilà, elle a bien réussi et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir en fait et j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur la façon de coacher à ce moment-là. Et j'ai moi-même aussi eu 3-4 coachs différents dans ma carrière et je me suis toujours aussi beaucoup auto-coaché. Donc j'ai eu des moments entre mes différents entraîneurs où je me coachais moi-même et je trouvais ça très intéressant. J'étais toujours très analytique dans l'entraînement que je recevais de mes entraîneurs. J'étais pas un athlète facile à coacher parce que je remettais beaucoup de choses en question. Je demandais toujours pourquoi, mais pourquoi on ferait pas plutôt ça et tout ça. Et après, maintenant, je suis content parce que je peux l'appliquer sur mes propres athlètes. Je peux décider ce que mes athlètes font comme plan d'entraînement. Et là, voilà, maintenant, depuis 3-4 ans, j'ai entre 4 et 5 athlètes que je coach. Là, maintenant, j'en ai même 6. Depuis une semaine, j'ai un 6e athlète qui m'a contacté, que j'ai commencé à coacher. C'est des athlètes amateurs de bon niveau et surtout très passionnés. Donc, c'est souvent des gens qui courent entre 5 et 7 fois par semaine. Et voilà, et moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir, en fait, à les accompagner dans leur pratique de la course à pied, à les guider. Donc, je leur fais des plans hebdomadaires de semaine en semaine. Et surtout, ce que je trouve vraiment très intéressant et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on développe avec chacun comment on dit, des relations, en fait, très profondes finalement. Avec le temps, on est très amis. Par exemple, tu disais Sébastien, je l'ai jamais vu. On s'est jamais rencontrés en vrai, ce qui est assez incroyable.
mais ça fait 1 an et demi maintenant que je le coach. Et on est très proches, en fait. On s'écrit chaque semaine, on s'appelle chaque semaine. Et, et donc voilà, je le suis aussi dans sa vie personnelle un peu. Et donc voilà, j'adapte vraiment les plans en fonction de la vie personnelle de mes athlètes, de leur forme du moment, de leurs émotions du moment, de leur dynamique du moment. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Donc, dans ce partage, dans cet échange, tu as ce besoin de transmettre. Tu adoptes plus la philosophie européenne ou kenyane dans l'entraînement? Est-ce qu'il faut borner si on est entraîné par Julien Lion, ou est-ce que tu t'adaptes, ce que tu as dit, au mode de vie de chacun? Alors, je m'adapte au mode de vie de chacun, mais quand même, ma philosophie, elle est très axée volume quand même. Je leur dis à tous, et puis tous, je pense qu'en commençant avec moi, tous, ils augmentent plutôt leur volume d'entraînement. Et à tous, je leur explique que le volume d'entraînement, c'est vraiment la base de l'entraînement. Je crois qu'un entraîneur m'avait dit un jour, l'endurance, donc les footings longs et tranquilles, c'est vraiment les fondations de la maison. Donc si ça on le construit pas proprement et assez durablement, l'entraînement est fragile après. C'est-à-dire que on peut amener un athlète à faire une performance dans 2 mois sans faire cette base, mais ça sera très fragile. Il va faire son record au 10 kills peut-être, mais ensuite il va se blesser ou sa forme sera très instable, il aura des creux et tout ça. Tandis que si on travaille vraiment bien la base d'endurance, donc un volume hebdomadaire assez conséquent, avec des footings lents, vraiment à allure fondamentale, comme on dit, donc vraiment lent, en pouvant discuter avec quelqu'un sans être essoufflé, c'est vraiment la base. Et donc, c'est des footings de 1 heure et demie, 2 heures, ce que tout le monde ne fait pas. Il y a certains athlètes qui sont de bon niveau, mais qui n'ont jamais couru 2 heures de leur vie. Moi, voilà, je pense que c'est indispensable avant de savoir courir vite, il faut savoir courir longtemps. Ça serait un peu ça, ma philosophie, pour résumer. En ayant justement ce recul et ce regard, puisque tu as été donc au sommet avec des performances de très haut niveau et tu as connu la blessure. Donc, tu vois les deux versants. Est-ce que c'est un atout justement pour toi d'avoir eu ce vécu et ce regard d'athlète de haut niveau, parfois blessé? Oui, je pense que je pense que c'est un gros atout parce que du coup, je sais vraiment de quoi je parle. En fait, je sais ce qu'un athlète va ressentir pour telle ou telle séance. Je sais la difficulté que ça représente. Et aussi, justement, les douleurs, quand les athlètes en ont, je sais être prudent, je sais leur dire, bon, attention, mais je sais aussi leur dire, bon, la douleur fait partie de la vie d'un athlète à partir d'un certain niveau. C'est presque inévitable, en fait, d'avoir des fois des petits pépins. Mais justement, voilà, je sais jauger quand est-ce que ça peut être grave, quand est-ce que ça va, selon le type de douleur, parce qu'en fait, j'ai eu des blessures très graves, mais j'ai eu à peu près des douleurs à peu près partout dans le corps. Donc, je connais à peu près toutes les douleurs ou les blessures que peuvent avoir mes athlètes de temps en temps, même si heureusement, pour l'instant, personne s'est jamais blessé gravement, personne n'a jamais dû arrêter 2 ou 3 semaines l'entraînement, heureusement, je touche du bois. Mais voilà, donc ça me permet d'avoir du recul et puis de comprendre en fait ce que vit l'athlète dans ses séances, dans ses préparations et aussi à l'approche des compétitions. Alors aujourd'hui, est-ce que tu es sorti de ta phase de blessure? Est-ce que tu arrives, malgré ton emploi du temps chargé, à courir sans bobo? Et qu'est-ce que tu envisages, même si le calendrier et les compétitions sont pour l'instant très, très hypothétiques? Qu'est-ce qui te trotte dans la tête sur un plan sportif et où en es-tu? Alors aujourd'hui, je suis à 0-0. Ça veut dire que ça fait depuis le mois de décembre que j'ai pas couru ou pratiquement pas couru. J'ai dû faire 3-4 footings de 30 minutes depuis mi-décembre, donc c'est pas beaucoup. Par contre, mi-décembre, j'étais très en forme de nouveau, justement, parce que j'avais repris en mai de l'année passée, fin mai de 2020. Et j'étais revenu très en forme en décembre. Justement, j'avais retrouvé un très bon niveau. J'arrivais même à faire des séances avec Julien Vanders et son groupe. Donc, j'étais très content. Par contre, j'ai repris sans doute trop vite. Donc, j'arrive bien à coacher mes athlètes, mais avec moi, je suis trop exigeant ou j'en fais un peu trop. Et du coup, je me suis reblessé. J'ai une fracture de fatigue au sacrum. Et du coup, voilà, c'était très compliqué après de reprendre. J'aurais pu reprendre normalement en fin février, mais j'ai eu beaucoup de mal avec l'annulation des compétitions et puis de repartir à nouveau à zéro. Mais là, l'envie revient petit à petit. Et donc voilà, je suis à 0-0 au niveau physique. Au niveau mental, je sens que ça revient
petit la jauge d'envie augmente et je pense que là c'est plus qu'une question de jours avant que je remette les baskets et que je me rentraîne. Est-ce que tu as besoin d'un objectif pour courir? Est-ce que c'est ça qui t'anime? Par contre, oui, j'ai réalisé justement, et j'en parlais avec un de mes anciens entraîneurs, Paul Varroquier, et on disait c'est drôle parce que moi j'arrive pas à courir simplement pour reprendre la forme ou pour le plaisir, pour la santé, 2-3 fois par semaine. J'ai essayé, mais ça marche jamais en fait. Je suis souvent tout ou rien, et donc j'ai besoin d'un objectif vraiment très très grand et très élevé pour me motiver à courir. Et c'est aussi pour ça que quand je me rentraîne, après je me rentraîne pas, je fais pas les choses à moitié non plus, et j'en fais parfois, j'ai tendance à en faire plutôt trop que pas assez, quoi. Eh bien, merci Julien pour ces nombreux conseils. Alors, sur quel réseau on peut retrouver à la fois ton actualité, tes activités donc pour l'association Simba for Kids et également tes prédispositions de coach? Sur quel réseau on peut te trouver? Alors sur Instagram et Facebook, on a une page Simba for Kids. Moi aussi j'ai ma page, enfin pas ma page, j'ai juste mon profil Julien Lyon. Et voilà, et c'est tout. Si jamais certains sont intéressés par un coaching, ils peuvent me contacter sur Facebook par exemple ou Instagram. Et voilà, je leur réponds et on peut discuter. Bon, également, on peut penser à des personnes qui, sur un plan touristique, peut-être venir vous rencontrer. Ça, c'est possible également. Que des gens de France, par exemple, viennent pour vous rencontrer et accompagner certains enfants. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable. Ouais, exactement. Si quelqu'un est intéressé de venir au Kenya, il peut me contacter avec plaisir. Surtout que là, justement, dans le Children's Center, on est en train de construire un premier étage avec 6 chambres pour des sportifs qui auraient envie de pas seulement courir à Iten, mais aussi d'apporter un peu leur aide sur le terrain avec les enfants. On organise des jeux, des coloriages, des jeux de société avec les enfants. Donc voilà, ils peuvent me contacter, soit via mon nom, soit sur Simba for Kids. Pareil, si quelqu'un a envie de parrainer un enfant ou de soutenir un peu nos projets, il peut aussi me contacter et puis je les informerai de ce qui est possible. Je remettrai de toute façon tous les liens donc dans les notes de l'épisode, de façon à ce que les gens puissent te retrouver et venir échanger, te contacter. En tout cas, merci pour cet échange donc en direct du Kenya et d'Iten, une ville qui comporte de nombreux coureurs, mais pas seulement, parce que c'était aussi l'occasion de faire un petit focus sur cette association et sur cette action humanitaire, sur ces actions humanitaires que tu mènes en compagnie de ton épouse et qui sont vraiment formidables. Donc, merci Julien pour ce partage d'expérience. Merci beaucoup à toi Sébastien. Merci beaucoup. Très sympa. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.